10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, trop content de vous retrouver, merci d'être là. L'Euro 2024, c'est parti. On y est. Et de quelle manière l'Allemagne qui a eu absolument aucune pitié pour l'Écosse, 5-1, les hommes de Julian Nagelsmann, dévastateurs. Pour moi, il n'y a aucun tir pour l'Écosse. C'est ok, WhoScored leur en donne 1. J'ai vu Google aussi a changé finalement, mais pour moi, c'est cette tête déviée par Rudiger dans son propre but. Pour moi, c'est 0 tir. Pour moi, l'Écosse a fini avec la bulle. Et 20 pour l'Allemagne qui leur a juste roulé dessus et qui était assez vite aussi à 11 contre 10, mais qui a surtout fait le job en 15 minutes, qui a plié le match et avec de très très belles performances. Toni Kroos, il a eu 10,8% du ballon, quasiment 11% du ballon juste à lui tout seul sur tout le match, réparti entre les 25 et quelques joueurs qui sont entrés, en comptant les entrants, quasiment une trentaine de joueurs du coup. Toni Kroos, monstrueux, 110 ballons touchés, impliqué dans tous les bons coups, on va se passer les images. Jamal Musiala, énorme. Un match de maturité pour lui avec la sélection. On va discuter de notamment sa qualité à la finition, un truc qui change par rapport à la Coupe du Monde 2022. Surtout 5 dribbles réussis pour lui. Le deuxième était à 2. Il a été dévastateur dans son couloir. Les deux couloirs. Il a pas mal permuté. Et ouais, juste dans l'ensemble, l'Allemagne a roulé sur l'Écosse. Vous avez vu qu'on a sorti le petit menu déroulant de notre émission quotidienne. Il y aura tous les jours 1, 2, parfois 3 vidéos pour parler de toutes ces rencontres. Et en fin de vidéo, on fait les petits pronos, la preview de Hongrie-Suisse, Espagne-Croatie et Italie-Albanie qui sont demain. Pour moi, c'est demain que l'Euro commence vraiment, parce que le match d'ouverture, c'est toujours très kiffant et tout, mais les vrais tournois internationaux, c'est quand tu commences à avoir l'enchaînement de 3 matchs, les matchs d'après-midi en plein soleil, celui-là à Cologne, dans ce petit stade allemand très très kiffant. J'ai eu la chance d'être l'année dernière notamment, super kiffant ce petit stade de Cologne. Ouais, gros match pour les Allemands, pour les Écossais un peu moins, qui vont remercier leurs supporters derrière, même si ça m'a fait plaisir pour eux qu'ils en aient planté un. Et j'ai eu Steve Clark à la fin qui dit à Nagelsmann, ok maintenant vous allez la gagner, il faut que vous la gagniez ou un truc comme ça, parce que Nagelsmann dit, well, we'll try. Tu peux lire sur ses lèvres, il fait, yeah, we'll try, on va essayer mec. Mais bon, ils se sont mis dans une bonne posture mentale. C'est un match qu'ils ont su se rendre facile. Je pense que c'est la meilleure manière de l'analyser en 3 mots. Ils ont su se le rendre facile en faisant très très vite le break. Moi j'ai passé un bon moment, j'ai kiffé, c'est l'Euro, on y est les gars. Incroyable, 2 mois de préparation, tellement de taf, la série au retour finie. Ouais, juste on y est maintenant et il y a juste à relax et kiffer et passer un super mois ensemble sur la chaîne. La cérémonie d'ouverture, rien de très spécial. Bon, j'ai envie de dire comme d'habitude. Et le 4-2-3-1 allemand, le même que celui contre la Grèce. Exactement le même. Wirtz et Musiala dans les mêmes positions. Gundogan en 10, Souquet Havertz. Le carré magique entre guillemets allemand qui s'est bien plus mis en évidence cette fois-ci. Kroos, Andrich, le double pivot. Mittelstädt, Ta, Rudiger, Kimmich la ligne de 4. Manuel Neuer. Ça aurait pu être Ter Stegen ce soir, ça aurait pu être Oliver Baumann. On l'a vu une seule fois à la toute fin, je pourrais pas vous dire sa couleur de maillot. Et ouais, en face, malheureusement, l'Écosse, notamment de John McGinn, on se disait peut-être avec ballon, ils ont simplement pas suffisamment eu le ballon. Et la contre-pression allemande aussi, franchement, c'était costaud. Tierney, Porteous. On va parler de notre ami Hendry Gunn, donc pour le secteur défensif, Robertson, Ralston, les pistons, McGregor, McTominay, le double pivot, pas de Billy Gilmour donc pour Steve Clark. Ça c'était un choix un petit peu surprenant, Billy Gilmour un peu plus de qualité technique au milieu de terrain, Gilmour, McTominay, pour moi c'est le meilleur double pivot, mais McGregor j'imagine un petit peu plus de force athlétique, de volume pour une équipe qui va devoir beaucoup courir, défendre surtout, un petit peu plus de puissance. Ça a pas payé bien sûr, mais c'est pas comme si Gilmour aurait changé quoi que ce soit. Chrissy, Adams et McGinn donc. McGinn et Chrissy sous Che Adams dans le 3-4-2-1 écossais. Au bout de 50 secondes de jeu, l'Allemagne a déjà une énorme occasion. Ballon par-dessus de Rudiger pour Wirtz, superbe contrôle orienté poitrine là. Et il va avoir un contre 1, c'est la tête de Angus Gunn qui la sort. Mais ouais, déjà, on est mis un petit peu dans le ton du match. Et aussi, une action qui m'a fait rire. 3e minute, 4e minute de jeu, Musiala couloir droit, il se bat avec Tierney, ok Tierney va gagner le 6 mètres,
et derrière la célébration en mode, on dirait parfois les défenseurs qui font un tacle salvateur dans leur surface à la 90e minute, et quand j'ai vu ça, la 3e minute pour un 6 mètres et gagné, je comprends un petit peu l'idée, c'est genre, ok, on se met un peu dans la vibe, quoi. On fait grimper un petit peu le... On sait qu'on va vivre un match de combat, 90 minutes à défendre, donc autant se donner un petit peu de courage, de baume au cœur, mais je sais pas, moi ça m'a pas trop rassuré pour eux quand j'ai vu ça. Et effectivement, rapidement, ils souffrent, mais moi j'ai trouvé qu'ils ont laissé Kroos dans un fauteuil, alors à la rigueur, bas, ici, comme on le voit souvent dans sa position quarterback, à côté des deux centraux, comme on avait analysé le match contre la Grèce, à côté de Rudiger et Ta. Ok, là il est suffisamment bas pour que tu dises pas, ok, tu vas presser forcément, mais même là, ligne médiane, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a rien en fait. 3 minutes plus tard, il est ici, je trouve que il est brièvement cadré, mais c'est un peu trop tranquille quand même. Là, il a sorti le fauteuil, il a sorti l'ice-tea, et il peut aller écarter, autre côté, boum, regardez, McTominay n'est pas du tout dessus, il peut aller faire sa transversale tranquille. Le sol de la pelouse de l'Allianz Arena est un petit peu glissante ce soir, donc on a vu beaucoup de joueurs qui ont glissé sur leurs obliques. Rudiger d'ailleurs tout à l'heure c'était exactement la même chose, là aussi, mais il est tellement dans un fauteuil qu'il peut aller trouver sa passe, renversement autre côté pour Kimmich. Et après je trouve que ça, pour le coup, on disait que Gundo plein axe, ça marche pas super bien, franchement il a fait un bon match, et sa capacité, ou en tout cas sa propension à aller chercher comme ça les appels dans le dos de la ligne, et il se projette beaucoup dans le dernier tiers depuis cette position de 10, et bah ça a poussé l'Écosse sur ce coup à protéger surtout la profondeur et à laisser de l'espace pour Wirtz qui arrive un peu en trailer un petit peu plus tard que les autres. Donc on voit Gundo là qui a aspiré, qui a attiré, et derrière il y a la belle passe qui est trouvée par Kimmich, qu'il a bien vu aussi, et Wirtz, voilà, donc Kimmich là qui progresse, qui la met dans le bon espace pour Wirtz, qui finit bien aussi. La frappe, elle est basse, elle est cadrée, c'est ce qui compte parce que Gunn a eu les mains un petit peu glissantes ce soir, et ça permet à l'Allemagne, au bout de 10 minutes, de prendre l'avantage. Ouais, pareil, là je pense c'est le but du 2-0. On a encore une fois Kroos dans un fauteuil, c'est un petit peu toujours les mêmes phases d'attaque pour l'Allemagne, avec Kroos en possession, tranquille. Trouve le petit ballon intérieur pour Gundo. Moi je me dis, si t'es bloc médian comme ça, pas particulièrement agressif de l'Écosse, tu peux pas laisser des passes comme ça te pénétrer, te trancher, c'est non. C'est clairement non. Et c'est trop facile pour Gundo de trouver ce petit contrôle orienté. L'Allemagne a la qualité dans les petits espaces. Quant à Kroos, quant à Gundo, Havertz, Wirtz, Musiala, ouais, ils ont la qualité pour se retourner et te faire mal dans les petits espaces. Havertz, au bout de cette séquence, qui est trouvée par une superbe passe de Gundo, hein, il faut le souligner. Celle-là, là, hop, magnifique. Et derrière, il va se retourner, Kai, servir Musiala. Super contrôle orienté. Et derrière, la frappe finition sous la barre. Je sais pas si ça vous a fait penser à un truc, mais je suis allé du coup rechercher dans mes archives. Donc 2-0, magnifique, belle finition. Et la célébration, genre yes, ok, cool. Ça m'a fait penser à cette action. C'était contre le Japon, phase de groupe de la Coupe du Monde, la dernière, où il réalise un festival en pleine surface et à 1-0 pour l'Allemagne. Et il a une position de frappe un peu similaire comme ça, sur son pied droit, et il la mettait au-dessus. Où ça avait fait barre, ou je crois même au-dessus tout court. Et on s'était dit, ouais, tournant du match, Musiala doit faire mieux. Il a eu des grosses occasions sur ce mondial, mais il n'a pas assez bien fini, des gros gâchis en général. Et là, je trouve, sa première occasion de la compétition, direct, elle va au fond. Je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. J'ai bien aimé aussi Rudiger derrière, ce vrai leader, le vrai capitaine qui lui lève les bras en mode, ouais, célèbre, tu vois, bien pour se mettre en confiance. Et je pense que pour Musiala, c'est exactement ce qu'il lui fallait. Il faisait déjà un top début de match. C'est un Musiala différent déjà qui a 1 an et demi en 2022. Mais là, marqué sur sa première occasion, alors qu'il aurait pu un peu tergiverser peut-être s'il en gâchait quelques-unes, notamment par rapport à la Coupe du Monde, je pense que c'est bien pour l'Allemagne. Et c'est à l'image d'un match où on va pas tirer trop d'enseignements parce que l'Écosse était extrêmement faible. Avec ce qu'on a vu, ça va peut-être être à la fin l'équipe la plus faible du tournoi. Donc on va pas tirer trop d'enseignements. Mais c'est un match qui te remplit de confiance. Donc juste pour ça, pour l'Allemagne, ouais, c'est clairement hyper positif. 3-0 Non, c'est l'action qui aurait pu amener le penalty sur ce centre de Mittelstedt. Encore une fois, on voit que l'Écosse qui défend vachement sa surface avec les appels intérieurs de Wirtz, de Kai Havertz, il y a des choses à protéger. Et bah du coup, cette fois c'est Musiala, c'est pas Wirtz, cette fois c'est Musiala qui est là en retrait
Et ouais, je pense, ouais, ce petit carré là, encore une fois, énormément de potentiel. Contre la Grèce, on l'a pas trop vu, c'était mal exploité. Mais là, la partition, comme j'avais dit quand on a fait le petit tweet au tout début du match, quand ils ont annoncé la compo, exactement le même 11 que contre la Grèce, on avait dit, on va voir si la partition est mieux jouée. Et clairement, elle l'a été. Clairement, elle a nettement été. Turpin donne penalty initialement, mais c'était en dehors de la surface à la base. Cette faute un peu grossière de Ryan Christie. Et ouais, l'Allemagne, on reste pour l'instant à 2-0. Mais Musiala continue à faire des ravages sur son couloir. Sa qualité sur le double contact comme ça pour battre son vis-à-vis, elle est tellement fort. Et l'Allemagne surtout, je trouve, a été impressionnante sur sa capacité à gagner autant de ballons vite, la contre-pression, le vrai gegenpressing. Moi j'écoutais télé allemande, donc j'ai entendu à plusieurs reprises, je les ai entendus dire gegenpressing, un des rares mots que je comprends. Et ça marche. Franchement, ouais, on voit ici Nagelsmann, et limite, il fait partie de l'action. C'est une belle image parce qu'elle met en lumière ce qu'il a réussi à créer ou ce qu'il essaye de créer en Allemagne. Et sur ce match, en tout cas, ça s'est vu. En tout cas, sur ce match, ça s'est vu. On a une Allemagne qui réussit à presser haut, fort, récupérer beaucoup de ballons et l'Écosse a été totalement suffoquée. Je pense que ça fait mal aussi quand tu cours autant après le ballon et cette approche de Steve Clarke, ok, peut-être l'Écosse s'est pas du tout pressée ou elle se sent trop vulnérable dans son dos ou... Mais tu vois, même à 2-0, je me dis, ils sont encore aussi bas et peu agressifs, et c'est quoi l'idée en fait? Enfin, l'Allemagne peut te faire tourner jusqu'à la fin du match comme ça. Et cette fois, Musiala est trouvé, aile gauche, ça a régulièrement permuté avec Wirtz, ou en tout cas changé de côté, il a énormément de liberté. Finalement, peut-être qu'on va un petit peu moins se fixer sur cette idée de Musiala à droite, Wirtz à gauche, Gundo dans l'axe. En vrai, avec Havertz même, le quatuor, c'est très fluide. Donc peut-être le 11, le papier n'est pas hyper pertinent pour analyser cette équipe d'Allemagne. Mais là, Musiala est trouvé. Encore une fois, ça part de Toni Kroos. Je sais pas, mais si t'es l'Écosse, et ça, ils sont encore à 11 contre 11 à ce moment-là, comment est-ce que tu peux laisser Musiala t'attaquer comme ça, en étant aussi bas, en ayant autant de distance par rapport au porteur? C'est un peu suicide, surtout que Musiala est en jambes. Il va passer un dribble, un deuxième, va aller s'appuyer sur Gundo, ça va trouver autre côté, centre de Kimmich, qui a été régulièrement impliqué dans les bonnes actions aussi, tête de Gundo, c'est repoussé par Gunn, ça revient dans les pieds de Gundo, et alors là, je sais pas si je vous ai parlé de cette charmante bourgade de Dalkeith en Écosse, et de son merveilleux boucher qui tient une boucherie qui fonctionne très bien, parce que Ryan Porteous, il a récolté la bagatelle de 14 cartons jaunes cette saison en Championship, en 37 apparitions, même en n'étant pas tout le temps titulaire. Ouais, cette fois, on a vu effectivement, c'est un attentat. Gundo a franchement beaucoup de chance que son tournoi s'arrête pas là, mais celui de Porteous, c'est bel et bien fini, parce qu'il va prendre au moins un match de suspension, j'imagine un deuxième. C'est vraiment Bien sûr, il joue le ballon, mais franchement, la cheville, elle peut péter là. Penalty donc pour Kai Havertz qui le transforme, bien sûr, Porteous est exclu. Et même sur ce penalty, j'ai vu par exemple dans le Angus Gunn, aujourd'hui les gardiens, ils sont capables, même avec des courses d'élan fractionnées, de partir à temps. Et là, typiquement, je vois un gardien qui, maintenant, ça fait longtemps que cette règle est là, ok, même si tu l'arrêtes, c'est à retirer si tu t'es avancé devant ta ligne, et il n'a pas le pied sur la ligne. Donc ça montre que l'Écosse, dans tous les compartiments du jeu, peut-être ça va être un euro compliqué pour eux. On arrive donc à la mi-temps. Pascal Gross entre, parce que Andrich a sorti un tacle assez vilain aussi, et il a eu un carton jaune. C'est intéressant parce que contre la Grèce aussi, Pascal Gross était un des premiers à entrer, et on a vu donc avec les entrées de Gross, de Sané, de Füllkrug, qui sont les hommes qui comptent pour Nagelsmann. Je pense que Gross, il va avoir pas mal de temps de jeu sur cette compète. Musiala, encore une fois, dans ses œuvres, j'ai vu une Allemagne qui était pertinente dans les petits espaces, mais aussi avec la faculté de percussion de Musiala, qui a été magnifique, et de Florian Wirtz, pour attaquer le grand espace, ils ont des possibilités aussi. Donc un truc... J'essaye de voir ce qu'on peut retirer un peu de ce match pour la suite, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à partir du moment où c'est plié. Mais ouais, ça c'est un petit truc qu'on peut retenir. Peut-être l'Allemagne aussi, en transition, a peut-être la capacité à faire mal. Sans avoir une pointe qui vraiment menace dans la profondeur, on voit que Kai Havertz est loin, mais Musiala, ça attaque vite, ça libère bien le ballon, Wirtz aussi. Bouge vite avec ballon, c'est pas un sprinter, et les deux sont pas des sprinters, mais ils ont une capacité à bouger vite le ballon, ce qui est
assez intéressant en attaque rapide. Là sur le côté gauche, Musiala, donc pas à droite, encore une fois à gauche, c'est vers l'heure de jeu. Il fait un petit peu la misère, je crois, à Grant Hanley, son vis-à-vis. Et derrière, ça va aboutir sur un centre qui est repris par Wirtz, qui avait la possibilité de mettre un doublé, qui rate son occasion. Mais voilà, on le voit encore une fois, il est à droite et les deux entrants, comme je disais. Donc Füllkrug et Sané. Sané qui va avoir une énorme occasion dès qu'il rentre. Et Füllkrug qui va en avoir une aussi et qui va la mettre. C'est bien joué, ça part de super ballon de Musiala là pour Gundo qui s'est bien projeté encore une fois dans ce demi-espace. Mais vraiment, l'Allemagne a été juste, je trouve, dans ses combinaisons entre ses joueurs de ballon. Et ça revient dans les pieds de Niklas Füllkrug qui laisse absolument aucune chance à Angus Gunn. Certes, il lui manque une dent, mais il la met dedans. Et c'est une frappe à l'allemande, hein, vraiment. Et en plus, tout à l'heure, je regardais, pour me chauffer un peu cet après-midi, je regardais Allemagne-Costa Rica, autre match d'ouverture d'un grand tournoi en Allemagne. C'était 2006, bien sûr, Coupe du Monde. Et la frappe de Thorsten Frings, qui m'avait marqué. C'était un des buts dont je me souvenais, avec celui de Lahm. Quand j'ai vu celui de Klose aussi, je fais ah ouais, bien sûr. Mais ouais, Schweinsteiger, Frings, ces Allemands et leurs pieds lourds de bombardier, c'est exactement celui qu'a Füllkrug. Ça fait 4-0 et ça fera 4-1 sur cette action donc qui est un petit peu faux folle, avec Rudiger qui la dévie dans ses propres filets. Et on voit finalement, donc c'était jaune, la couleur de maillot de Manuel Neuer. Il est dégoûté et ça m'a fait plaisir pour eux parce que les pauvres, tu viens à Munich, ils étaient nombreux, ils ont chanté leur hymne 4 ou 5 fois. À chaque fois ils prenaient un but et pas de tir dans le match. Donc ça m'a fait plaisir qu'ils ont eu au moins ce moment pour célébrer. Ils sont bons perdants, ils sont bons joueurs. Donc en même temps tu joues l'Allemagne, tu dis qu'il y a des chances que ça se produise. Et les Allemands vont même en mettre un 5e par l'intermédiaire d'Emre Can. Frappe déviée, elle n'est pas si facile que ça à sortir pour Gunn parce qu'elle est touchée. Mais lui aussi la touche. Et la dévie dans son propre filet. Ça fait donc 5-1. C'était assez chaud pour nos amis écossais qui ont pris 5-1 quoi. Donc l'Allemagne commence très très fort. Et donc on a ce premier match débriefé. Je vous propose, est-ce que je vais réussir la transition? Hop, la séquence prono, parce qu'on a donc 3 rencontres demain. Où est-ce qu'elles sont? Ici, Hongrie-Suisse, Espagne-Croatie et Italie-Albanie. Oula, j'ai mon expert en prono qui débarque. C'est bon, je vois encore vite fait l'écran. Hongrie-Suisse, ça m'intéresse beaucoup parce que pour moi, ça va permettre de trancher. En vrai, je me dis, dans ce match-là, il y a dans ce groupe, il y a un monde où tout le monde perd contre l'Allemagne et tout le monde gagne contre l'Écosse. Donc à partir du moment où tu as dit ça, Hongrie-Suisse, c'est peut-être déjà le match décisif pour la 2e place dès la première journée. On verra, je ne veux pas trop condamner l'Écosse. D'ailleurs, au niveau goal average, on voit que ça leur fait très très mal aussi. Et donc voilà, Hongrie-Suisse, c'est intéressant. La Hongrie est à 3,70, la Suisse à 2,15, quand même favorite. Ensuite, on a donc Espagne-Croatie. Ça, pour moi, c'est genre le match, je vais dire, ça peut déjà être le meilleur match de la phase de groupe. Hein. Franchement, Espagne-Croatie, 8e de finale du dernier Euro, ça avait fini 5-3 après prolongation. C'était la finale de la dernière Ligue des Nations aussi, remportée par l'Espagne au tir au but. C'est 2 très très belles équipes qui pour moi peuvent faire de très beaux tournois. Espagne, j'en ai parlé dans la vidéo prono, Croatie aussi, ça va dépendre de leur parcours derrière. Mais franchement, je pense énorme match. C'est demain à l'Olympia Stadium à Berlin et Hongrie-Suisse comme j'ai dit à Cologne. Et enfin donc Italie-Albanie à 21h. Une Italie très très remaniée comme on l'a évoqué depuis son dernier Euro. Et donc voilà pour les 3 matchs. L'Italie qui est à 1,38, l'Albanie à 9. Toutes ces cotes, bien sûr, comme vous savez les amis, c'est celles que vous trouvez du côté de mon partenaire Winamax qui sponsorise ma vidéo, qui sponsorise tout mon euro. Vous avez accès à leur offre de bienvenue avec le lien en description. Votre premier dépôt doublé et 10 € supplémentaires en cash. C'est une offre qu'on a montée, l'offre spéciale Winamax Willou. Chaque personne qui s'inscrit avec ce lien, qui fait un premier dépôt, ça me rémunère aussi. Bonne manière de soutenir la chaîne. Voilà, vous connaissez tous ces éléments, mais bien sûr, interdit aux moins de 18 ans, strictement réservé aux majeurs. Et faites attention avec les paris sportifs, la plupart du temps, on perd. Est-ce qu'on va perdre demain? Hongrie-Suisse, pour moi, c'est l'occasion de voir à quel point la hype que j'ai bâtie autour de la Hongrie est réelle.
Est-ce que ce 3-4-2-1 de Marco Rossi, qui est là depuis 2018, qui a créé vraiment un collectif, cette équipe qui a battu 2 fois l'Angleterre il y a 2 ans en Ligue des Nations, qui a pris 4 points contre l'Allemagne, qui a mis 4-0 contre l'Angleterre à Molineux, qui est vraiment une belle équipe très très collective, face à cette Suisse qui a des individualités plus performantes. Donc on a Suisse et Hongrie ici, je sais pas, genre Akanji, Zomer, Xhaka, c'est quand même, en plus avec leur super saison, les trois, c'est une belle ossature. Mais la Hongrie a un collectif, je pense, plus abouti. La Suisse de Murat Yakin, ça me parle pas trop. Je les sens arriver avec pas mal de doutes quand même sur cette compète. Maintenant, c'est dur à dire parce qu'il y a quand même des individualités pas mal. Shaqiri, est-ce qu'il va jouer? Ça m'intéresse beaucoup. Et donc, si je devais absolument parier, j'hésite en fait parce que mon idée c'était à la base victoire de la Hongrie. Genre, on tente le tout pour le tout. Un truc vraiment, quelque part, on assume le fait qu'on dise que la Hongrie est aussi forte. Maintenant, la Suisse a de meilleures individualités. Je vais partir sur la Hongrie. Et je vais dire 2-1 des Hongrois. Parce qu'on a le score ici. Donc, victoire de la Hongrie à 3,70. 2-1 à 11,50. Et on verra demain. Mais franchement, dur à dire. Comme pour Espagne-Croatie, honnêtement, très costaud comme match. Je pense... Alors c'est intéressant parce que Espagne et Croatie, je les ai ici, c'est le premier et le 5e volume de possession de toute la phase de qualif de l'Euro, de toutes les équipes européennes. Espagne a pris 73% du ballon, bien sûr c'est l'Espagne, mais la Croatie, 67% aussi. J'imagine qu'avec cet entrejeu Modric, Kovacic, Brozovic qu'on va revoir, Baturina qui risque de rentrer en cours de jeu, mais voilà, ça va beaucoup vouloir le ballon, donc il va y avoir une vraie opposition, rapport de force sur cette même envie. Il va y avoir aussi un duel dans le couloir, Lamine Yamal contre Josko Gvardiol, ça risque d'être assez sympathique. Super match, franchement, à ne rater sous aucun prétexte. En plus, demain, on est samedi, donc ça se regarde bien à 18h. Et là, je suis parti sur le match nul. Je pense qu'on a vraiment 2 formations qui vont se jouer la première place du groupe. Je ne veux pas sous-estimer l'Italie, pardon. L'Albanie non plus, mais surtout l'Italie. Je suis parti sur le 0-0, un partout sur ce match. 0-0, c'était la Ligue des Nations, ça avait fini 0-0, c'était très serré. Je pense un match relativement fermé, mais entre 2 superbes formations. Et je vais dire un partout à 5,80 dans ce match. Et enfin, Italie-Albanie. Bon, c'est intéressant de voir l'Italie. Cette Italie, comme on a dit, extrêmement remaniée. Finalement, il n'y a pas d'Orsolini sur l'aile droite. Donc déjà, juste le secteur offensif, à quoi ça va ressembler vraiment? Est-ce que Barella est remis? Scamacca, dans un grand tournoi, ça m'intéresse beaucoup. Je pense que, quand même, l'Albanie, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et... pour l'Italie, quand derrière tu joues Croatie et Espagne, mais dans l'autre sens, Espagne puis Croatie, il faut pas bégayer contre l'Albanie, quoi. Il faut le faire contre l'Albanie, il faut tout de suite prendre les 3 points, et même goal average, je pense c'est important. Est-ce que cette Albanie de Djimchiti, Aslani, Broja, mais qui a très peu joué, peut résister face à l'Italie? Pour l'instant, moi j'ai du mal à le voir. Et je suis parti sur la victoire de l'Italie. Je crois que mon score, je me suis dit 3-0 même pour l'Italie, avec un but de Gianluca Scamacca, et peut-être un de Chiesa. Mais ouais, 3-0 pour les amis italiens, qui est coté à 7,25, qui est une des cotes les plus basses, la 3e la plus basse, après 1-0 et 2-0. Ok, assez classique. Ce qui nous donne un combiné donc, si on a... alors on va enlever quand même les scores, parce que ça c'est assez peu réaliste, mais si on dit victoire de la Hongrie, match nul entre Espagne et Croatie, et victoire de l'Italie, ça nous fait un combiné total à 17,62. Donc juste le signe qu'il y a assez peu de chances que ça passe. Mais voilà, vous avez mes pronos pour cette 2e journée d'Euro. Rendez-vous demain les potes, je sais pas combien de vidéos on fera exactement, je pense que ça dépend de s'il y a un match fou, si le Suisse-Hongrie est fou, bah direct vidéo, mais ce qui est sûr c'est qu'il y en aura au moins une et on parlera de tous les matchs, ça c'est clair. S'il n'y a qu'une seule vidéo, bah ce sera à peu près à cette heure-là, à minuit, pour récapituler les 3 matchs. Mais j'aime bien splitter aussi, comme ça on peut faire un petit peu plus de temps sur chaque rencontre. On verra, j'ai trop hâte. C'est parti les gars, on y est. Quel beau mois on va vivre. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end, et à demain. Bisous.